Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de cet épisode exceptionnel de Rayonnante dédié au futur business food nantais. Avec à ma gauche une team de mentors en or, Sarah Mingui, Lipéry, Pierre-Antoine Arlot, et à ma droite, Romain Amblard, CEO et cofondateur de Service Compris, l'accélérateur de restaurateurs. Bref, que du beau monde pour une table ronde enregistrée au Madeleine Café. Parce que le plus important avant de se lancer, c'est d'échanger, de parler, de s'inspirer de ceux qui l'ont déjà fait. Des néo-entrepreneurs food se sont déplacés en nombre le 19 février dernier pour les écouter. Et nous, on a eu envie d'enregistrer tout ce qui s'est dit ce jour-là pour vous faire vivre et revivre cet événement comme si vous y étiez. Alors attention, spoiler, votre future adresse nantaise préférée se trouve sûrement dans cet épisode. Je vous souhaite une belle écoute. Et d'ailleurs, on va commencer par écouter Sarah, Pierre-Antoine et Lee nous raconter le début de leurs aventures entrepreneuriales. Quand est-ce que vous avez senti que c'était le bon moment pour se lancer ? Vous avez 2 heures. Moi, j'ai commencé quand je suis arrivée sur Nantes avec mon compagnon Damien. En soi, c'était un peu, voire beaucoup, son projet à lui. Projet de bistrot de quartier. Ça s'est fait assez simplement. On a trouvé un local dans le centre qu'on a adoré et ensuite on a découlé Vacarme qu'on a fait avec très très peu de moyens, un peu trop rapidement, sans avoir évalué tous les tenants et aboutissants du truc. Il n'empêche qu'on a quand même réussi à ouvrir avec vraiment pas de moyens, des travaux vraiment faits un peu à l'arrache. Et puis par la suite on continue, donc 5 ans après on ouvre une seconde affaire maintenant où là on s'est rendu compte des problèmes qu'on avait eus, de ce qu'il fallait faire et de ce qu'il fallait surtout ne pas faire. Et donc maintenant on ouvre Freya, la deuxième adresse. Alors moi c'était très simple, c'était le premier projet, c'était à Lyon, une pub, le nom jeune fille de ma mère, tout va bien, tout ce qui est bar je connaissais intimement, servait la bière. C'est la première fois qu'on a intégré du restauration dans un concept que j'ai bossé dedans et mon première affaire où j'étais actionné dedans. Je pensais qu'on va déchirer, sauf on a eu un problème avec les chefs les premières semaines et je me suis retrouvé dans la cuisine. Et je te dis pas comment j'ai galéré. Je souhaite pas ça pour personne ici, vraiment. Et c'était à peu près chaque fois qu'on est sur scène, je raconte quelque chose qu'il faut pas faire. Surtout, fais attention avec ça. Mais je finis par maîtriser. Mais bon, ça a été très douloureux. Voilà. Moi, ça a été à l'inverse de vous. Je pense que c'était un process plus long parce que c'était une reconversion quelque part parce que je faisais pas ce métier depuis le début. Et du coup, ça a pris 3 ans entre l'idée de créer la maison et l'ouverture. Mais ça a été un parcours continu et assez intense. Il y a eu des périodes de réflexion, de concept. Ça, c'est la partie, on va dire, la plus facile parce qu'on l'a fait avec soi-même ou ses amis ou ses associés de manière assez libre. Puis après, il y a la période de formation, de mise en situation aussi, d'aller derrière le rideau, voir chez d'autres personnes qui avaient fait des projets similaires comment ça se passait. Et après, il y a eu une partie de montage de projet, plus business plan, où là, on s'est aussi fait accompagner par d'autres réseaux d'entrepreneurs et d'autres mentors. Et tout ça, mis bout à bout, ça a pris 3 ans. Donc, ça peut être des process très intenses et très longs. Donc, c'est un marathon, quoi. Est-ce que vous pourriez chacun nous raconter un peu d'où vous venez, ce que vous avez fait avant de lancer vos business ? Moi, j'ai fait un bac général à l'histoire des arts. Et ensuite, j'ai testé une seule école de cuisine. J'ai testé Ferrandi. À côté, j'avais testé des écoles d'archi, écoles d'art, etc. Et puis, je me suis dit, si je suis prise dans cette école-là, c'est que le destin me dit que je dois faire de la cuisine. Du coup, j'ai été prise dans cette école et j'ai travaillé à Paris. Et puis ensuite, on a bougé sur Nantes et on a ouvert Vacarme. Moi, j'étais rugbyman au début. Carrière assez courte, qui n'a pas porté ses fruits, malheureusement. Petit manque de discipline, peut-être. Et donc, j'ai fini dans les bars. Donc, bar, cocktail. Et c'est là où j'étais formé sur le terrain. Comme je disais tout à l'heure, vis-à-vis de l'expérience passée, c'était uniquement dans tout ce qui est cocktail, bière, et jusqu'à le moment que juste le fameux pub.
Donc moi, ça a été, j'ai grandi à Nantes de 7 ans à 17 ans, donc j'ai fait primaire, collège, lycée à Nantes, après école de commerce à Bordeaux, beaucoup de voyages à l'étranger où je travaillais plutôt dans le conseil, en communication et en stratégie de marque et en design. Et c'est à Londres que le projet a émergé. Et à la suite de ce projet qu'on a monté à deux avec mon épouse CJ, j'ai eu l'opportunité de suivre une formation à l'École internationale de boulangerie qui m'a permis de maîtriser les parties pratiques et techniques de base et puis aussi de monter un business plan en parallèle. Et suite à ça, j'ai eu une année de tour d'Europe en fait, des lieux qui nous inspiraient vraiment dans notre philosophie. Donc on a bossé dans différentes villes à travers l'Europe avant de s'installer à Nantes, ce qui n'était pas initialement le projet à la base. On avait une vision assez internationale du projet où on se voyait vivre dans différentes villes vu qu'on avait été expatriés un petit peu près toute notre vie. Et quand j'avais quitté Nantes à 17 ans, j'avais qu'une idée, c'était de partir et de pas forcément revenir. Et Nantes a été la vraie bonne surprise une fois qu'on s'y est installé et qu'on a décidé de poser nos valises, de découvrir qu'il y avait vraiment la place pour monter des projets ambitieux et singuliers et qu'il y avait aussi un écosystème très vivant et qui se développait à fond les ballons. Et c'est là où on s'est rencontrés avec Sarah et Lee au tout début. Je crois que Lee a été l'un des premiers clients qui nous parlait en anglais quand on est arrivé dans les premiers jours. Et Sarah, on l'a rencontrée même avant l'ouverture parce qu'ils ont ouvert un petit peu avant nous Vacar, mais c'était un peu notre cantine de chantier où on y allait souvent. Donc voilà, tout ça pour dire que Nantes a été une super bonne surprise, même si c'était pas le projet à la base. Alors, c'est vrai qu'en comparaison avec d'autres villes où service compris est installé, c'est vrai que vous avez une chance de dingue ici parce qu'il y a de l'espace. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on voit en discutant avec les uns les autres. Il y a de l'espace, il y a quelques personnes qui peuvent vous inspirer. Lyon il y a une dynamique, mais c'est vrai qu'il y a le poids de la gastronomie dans cette ville qui fait qu'on a du mal à lancer de nouveaux concepts parce que voilà l'image de Bocuse, la cité de la gastronomie, etc. Lille, c'est un petit centre-ville qui est très cher et après très vite on doit prendre sa voiture alors qu'ici il y a quand même pas mal de transports en commun. Voilà, vous êtes vraiment à un moment dans la scène food et même par rapport à la configuration de la ville qui est idéale avec des beaux espaces comme ici. À Paris, il n'y a pas d'espace comme ça n'existe pas. Et même à Lille, dans le centre-ville historique de Lille, il n'y a pas des trucs comme ça. Alors que là, on est très près du centre, très bien desservi. Donc c'est une vraie force. Et on le sent, voilà, on l'a senti il y a quelques années sur la tech, sur les industries créatives. Là, on sent que la food va être vraiment le sujet, disons, de la dynamique de la ville. Et c'est le bon moment pour se lancer. Il y a jamais de bons et de mauvais moments, mais c'est vraiment, les portes sont ouvertes et on sent qu'il n'y a aucune barrière à l'entrée. C'est-à-dire que voilà, venez, vous êtes Nantais, néo-Nantais, venez, entreprenez, et c'est assez fort ici. Et quand tu es à Londres ou à Amsterdam ou même à Paris, je pense que c'est peut-être compliqué de trouver la bonne personne. Ici, tu es peut-être à une adresse email ou à un numéro de téléphone de la personne qui peut débloquer une situation. Donc en fait, il suffit juste de se connecter avec un maximum de personnes, des fois dans des milieux différents qui ne sont pas forcément dans la resto, mais qui peuvent t'aider à débloquer. Nous, on a plein maintenant d'amis, clients ou partenaires qui sont avocats, archi, agents. Et du coup, on est sur plein de coûts ou d'infos ou de choses qu'on ne saurait pas si on était dans une beaucoup plus grande ville au final. Et tout ce réseau en fait de restaurateurs et d'entrepreneurs peuvent s'entraider. Nous, notre approche, c'était une approche à la base qui était sur cet engagement d'être sur du 100% bio. Donc on avait un premier filtre qui était quels sont les producteurs bio autour de nous. Mais après, on s'est rendu compte assez rapidement que c'était pas forcément suffisant, que c'était une première grille de lecture, mais qu'après il fallait aller voir les gens pour voir comment ils travaillaient et aller sur le terrain, les rencontrer, échanger, et de se rendre compte des fois qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément certifiées ou pas certifiables, mais qu'il y avait des super démarches et qui avaient vraiment du sens localement. Et en fait, il y a toujours des solutions. Des fois, c'est des problèmes de logistique, de livraison, mais via des assos, des regroupements, des AMAP, le kiosque paysan, on peut se faire livrer, on peut avoir des relais. Ça m'est déjà arrivé de faire entrepôt pour des produits pour distribuer à plusieurs chefs ou plusieurs professionnels. Donc, il y a toujours des solutions pour peu qu'on ait cette dynamique et cet engagement. Alors, c'est sûr qu'il vaut mieux le réfléchir en amont de son projet et de bien avoir fait ses démarches parce que ça prend du temps quand même. Et une fois qu'on est pris dans la spirale d'un lancement ou d'une première affaire, c'est compliqué d'avoir ce temps ou ce pas de côté pour créer ces connexions.
Alors on le fait après dans l'activité une fois qu'on a pris un rythme de croisière, mais de faire dès le début et de faire la démarche de rencontrer ces gens, ça aide vraiment d'avoir quelque chose de cohérent et de pouvoir en parler de manière... Et c'est vrai que dans certains métiers, il peut y avoir des contrats meuniers ou des contrats brasseurs ou des choses ou des sociétés qui vont vous promettre une livraison tous les jours de la semaine avec un catalogue de produits. Et quand on fait un vrai travail d'ingénierie projet en amont, on calcule toutes ces marges brutes, quand on a tous les listings des disponibles, des grossistes et des fournisseurs, et qu'on compare les prix au kilo, souvent on se rend compte que ces solutions un peu one size fits all, super pratiques et tout, j'ai pas cité de grandes marques, etc., mais on les connaît, en fait elles sont plus chères. Donc en fait ils nous font payer ce service. Et que si on fait le travail nous-mêmes de démarchage, de renseignement, de sourcing, on va gagner aussi de la marge brute au final. Donc c'est un investissement en temps, mais on peut regagner aussi de la liberté pour pouvoir des meilleurs produits au final. Tout ça, ça se négocie certes, mais ça dépend aussi de la taille du restaurant. C'est-à-dire que tous les restaurants ne peuvent pas accéder à tous les produits, étant donné qu'on est quand même limité par le prix de notre assiette. Donc, encore une fois, je pense que tout ça doit être adapté au concept, à la taille du restaurant, au prix de l'assiette. Donc tous les produits ne sont pas accessibles à tout le monde, et c'est pour ça que c'est bien aussi de connaître ses producteurs, parce que c'est comme ça qu'on peut aussi savoir ce qui est le plus avantageux pour nous. Ok, t'as 3, 5, 10 kilos de tomates en été, personne te les prend jamais, et moi je vais en faire un truc et je vais essayer de bosser là-dessus pour pouvoir gagner un peu d'argent et acheter des meilleurs produits de l'autre côté. Voilà. Et justement, tu parles de prix, c'est intéressant. Comment est-ce que tu sais que tu peux fixer le bon prix pour ta clientèle, tu vois ? Alors moi qui sais pas compter, donc ça c'est des choses qu'on voit beaucoup lors du mentorat et même pendant les 2 jours d'accompagnement au début. C'est le modèle économique. Aujourd'hui, pour faire simple, globalement, on essaye d'avoir des projets aux alentours de 70% de marge sur le food cost. Alors, c'est pas tout à fait la même chose en boulangerie, pas tout à fait la même chose sur certaines offres, mais c'est à peu près ce qu'on calcule. C'est-à-dire que quand une assiette coûte 3 € hors taxe, elle est revendue à peu près 4 fois ce prix-là, de hors taxe à hors taxe. Donc, il y a ça, il y a les coûts de masse salariale, combien doit coûter la somme des salaires d'un restaurant pour que ce soit relativement viable. Parce que si déjà on prend 30% pour acheter la marchandise, on prend 35 ou 40% pour payer tout le monde, ça fait déjà 70-75%. Il y a des prêts, il y a des loyers, il y a des charges. À la fin, si tout se passe bien, nous, on encourage à avoir des BP où il y a 10% de résultats à la fin. Voilà, l'idéal. Donc, quand on a déjà dépensé 30 pour la nourriture, 40 pour payer les gens, plus le loyer, on arrive très vite à 90, 95. Idéalement, il faudrait qu'il y ait 10 à la fin. Aujourd'hui, les banquiers sont plutôt à se dire, il faut qu'il y ait un petit 10 la première année. On sait toujours que ça va jamais arriver. Ça sera toujours moins parce qu'il y a toujours des galères qui arrivent. Mais voilà, c'est tous ces chiffres-là qu'on voit lors de l'accompagnement. Après, il y a des business dans le bar, c'est différent parce qu'il y a très peu de transformation. Dans la boulangerie, c'est différent aussi. On s'adapte en fonction des projets. Mais c'est les grandes lignes qu'on essaye de voir par rapport à votre projet. Est-ce qu'il tient debout en appliquant ces règles que vous ne connaissez pas, et c'est normal, et que eux connaissent, et on passe au filtre vos différents projets qui commencent à être chiffrés sur le nombre de couverts, le prix moyen que vous voulez proposer le midi, le soir. Donc tout ça, c'est des documents qu'on voit avec vous. C'est normal si vous n'avez pas encore tout en tête. On voit avec vous et puis on se dit est-ce que ça tient? Est-ce que vous pouvez vous dégager un salaire, 2 salaires? Est-ce que vous pouvez bosser, vous avez besoin d'un associé, pas d'un associé? C'est toute cette ingénierie, comme vous disiez au début, qui est hyper importante pour dire est-ce que je peux faire gros? Est-ce que je peux faire petit? Est-ce que j'ouvre le soir? Est-ce que j'ai une vie de famille, je veux moins ouvrir le week-end, ce qui peut être un choix personnel très fort. C'est possible, mais tous les concepts ne marchent pas avec ce système-là. Donc il faut voir au début, vous voulez faire ci, c'est plutôt, vous êtes dans tel quartier, c'est plutôt le week-end, dans tel quartier, c'est plutôt la semaine. Donc tout ça se réfléchit en amont. On dit souvent chez Service Compris que 80% du succès d'un resto, c'est avant son ouverture. Après, c'est des ajustements, c'est de la bonne presse, c'est des galères ou des opportunités. Mais bien pensé, un projet doit tenir debout pour pouvoir absorber un certain nombre de galères par la suite. Merci à tous les 4 pour votre témoignage. C'était très concret et je pense au plus proche de la réalité. Alors, je vous propose maintenant qu'on s'intéresse à vous, qui êtes présents ce soir, vous, futurs food entrepreneurs nantais.
Qui a l'intention de lancer un business ici dans les prochains mois ? Moi, j'ai créé une activité de distribution de boissons qui est tout à fait originale puisqu'il s'agit de Gueule de Joie. On est spécialisé dans la distribution de boissons sans alcool. Et en fait, le projet, il progresse depuis 5 ans. On distribue. Là, sur Internet, on a créé une cave à Nantes. On se rapproche des gens de plus en plus puisque la boisson, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose qu'on fait ensemble, c'est quelque chose de convivial. Et donc là, on expérimente le format de cave, mais plus on avance, plus on se dit qu'il faut aller plus loin dans l'expérience. C'est-à-dire que j'ai pas envie que les gens viennent chez nous pour le sans-alcool, on a envie qu'ils viennent vivre autre chose. Et la boisson, c'est très souvent associé avec la nourriture. Alors moi, je viens de la boisson et on réfléchit à un concept, à faire évoluer le concept, pour finalement faire vivre des expériences aux gens entre de la boisson, certes sans alcool, puisque c'est un projet qui doit nous correspondre, mais avec justement un accompagnement dans l'assiette qui pourrait permettre des expériences tout à fait originales. Et donc, c'est en ce sens que je suis là aujourd'hui, c'est que c'est un projet qu'on aimerait bien, qu'on réfléchit et qu'on aimerait mener à Nantes pour commencer, peut-être ailleurs ensuite. Alors, nous on voit pas mal de projets cavistes et ou épicerie. C'est un business qui est assez fragile, qui tient à pas grand chose parce que voilà, caviste, il faut que les gens reviennent. On est ouvert le soir pour accompagner quand même les moments de consommation, le week-end aussi beaucoup. Et très vite, nous on leur dit faites à manger, proposez une offre de restauration en épicerie comme caviste. Le business de caviste il est compliqué. Alors imaginez caviste sans alcool. Voilà, caviste sans alcool, voilà. Et il y a aussi une logique économique. Il faut en plus quand faire même la derrière, pédagogie, mais... en plus du métier de caviste. Et donc c'est vrai que l'encouragement, et on le voit aujourd'hui, les business d'épicerie peu à peu glissent. Au début c'est 10% de restauration, 20%, et il y a même les épiceries comme une boulangerie aujourd'hui. En étant que boulangerie, probablement que les chiffres de la maison Arlo Chain seraient très différents. Là, le fait de pouvoir installer les gens le midi, il y a de la récurrence, il y a des zones de boulot autour. Donc c'est vrai que c'est une vraie question sur ton projet, c'est de quel type d'offre de restauration, le midi et ou le soir. Donc et c'est des sujets sur lesquels on travaille. Je pense pas que déjà le sans-alcool, en fait, on n'est pas... nous, dans notre projet, on s'adresse à tout le monde. Donc, dans un groupe, il y a des gens qui boivent pas, des gens qui boivent un peu, d'autres qui boivent beaucoup. Donc, c'est assez difficile de se positionner en ce sens. C'est pour ça que sur le format cave, ça va. Sur le format restauration, plutôt en journée, puisqu'on constate aujourd'hui qu'il y a des changements d'habitude de consommation. La journée, les gens boivent quasiment plus d'alcool. Et on trouve intéressant de partir de la boisson et d'imaginer des accords avec des plats ou des moments ou un type de cuisine. Souvent, c'est plutôt peut-être l'inverse. Je me dis qu'il y a quelque chose à expérimenter, et certainement avec des chefs aussi nantais. Essayer de se réinventer et de travailler les deux, la boisson et l'assiette, en une expérience commune. Mais nous, à Freya, effectivement, on a pensé aussi le truc un peu dans cette idée-là. C'est vrai que maintenant, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est vrai que c'est dommage d'avoir un accord mets et vin, mais vin alcool, parce que maintenant, dans les accords, on met de la bière, du cidre et autres. C'est hyper dommage. À côté, dans un restaurant où ça a été pensé, d'avoir un accord sans alcool, où on propose des boissons qui sont potentiellement pas faites sur place, industrielles, qui n'ont pas été forcément réfléchies en accord avec la nourriture. Et c'est vrai que nous, pour le coup, on a essayé de travailler ça à fond. Je trouve que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et ce que je trouve intéressant, au-delà peut-être de proposer que du sans-alcool, c'est aussi d'avoir peut-être une offre. Nous, on cherche à faire une offre peut-être hybride. Donc, on propose un accord hybride où, en fait, on a une boisson sur 2 qui est avec alcool. Ce qui permet, en fait, de comprendre tout le travail qui a été fait sur les accords, tout le travail qui a été fait sur les boissons sans alcool, et qui ne limite pas ni d'un côté ni de l'autre. Parfois, on a envie de boire, mais on n'a pas envie d'en boire 15 des verres. Par contre, on a envie de se faire plaisir et on a envie de comprendre le concept dans sa totalité. Bon, ça pourrait faire l'objet justement d'un autre rendez-vous. C'est un vrai sujet et c'est passionnant. Mais comme on aborde la boisson différemment, et souvent on a tendance encore à l'oublier, même s'il y a des chefs comme toi ou comme Maison Arlo Chain aussi, qui est venu assez rapidement nous voir pour se fournir en boissons sans alcool, parce que ça fait partie intégrante de l'expérience. Et je pense que c'est quelque chose à envisager quand on monte une affaire, un restaurant, de penser sa carte de boisson aussi dès le départ, quoi, en accord avec les plats et les moments qu'on a envie de faire vivre aux gens. Nous, voilà, on aimerait bien incarner ce projet-là, le projet de Gueule de Joie, en développant notre concept de cette manière-là, d'où ma présence aujourd'hui, pour prendre de l'inspiration et échanger.
Bonsoir à tous. Donc, moi, l'idée, c'est d'ouvrir un lieu de partage autour de la cuisine d'inspiration vietnamienne. Donc, pour faire du street food le midi, donc sur plutôt une offre à emporter, ou en tout cas pas de service à table. Et le soir, avoir des plats partagés. Donc, c'est vraiment concevoir le lieu comme un lieu double. Et le soir, effectivement, plutôt des grandes tablées autour de plein de petits plats à partager. Et pourquoi le Vietnam? C'est une histoire personnelle Alors, ou, c'est une histoire personnelle parce que mon conjoint est né en France, mais de 2 parents vietnamiens. Et après, à titre personnel, j'avais beaucoup voyagé. J'aimais beaucoup les saveurs, effectivement, des pays asiatiques. Et je trouve que, pour le coup, la cuisine vietnamienne, c'est une cuisine qui est peu connue, mal connue, en tout cas, qui n'est pas valorisée. Je trouve qu'il y a eu des cuisines comme la cuisine chinoise sur lesquelles on voit effectivement des nouveaux concepts qui existent et qui sont mis en valeur. Sur la cuisine vietnamienne, pour moi, il y a encore pas mal de choses à faire pour revaloriser justement ce type de cuisine. Il y a tellement de place, je pense, pour de la cuisine asiatique sur Nantes. Il y a très, très, très peu, voire pas de propositions vraiment très quali sur la cuisine asiatique. T'en es où dans ton projet, toi, du coup ? Alors, du coup, moi, j'en suis... j'avais fait le MOOC, service compris, l'année dernière. On s'était parlé en visio, Romain. Et là, j'en suis... j'ai un beau PowerPoint, un BP. C'est un bon début, Un BP, plein d'idées. Et maintenant, je me lance dans le concret parce que depuis janvier, je suis à 100% sur le projet. Donc, il faut notamment un gros challenge sur trouver la bonne personne aussi pour la partie cuisine. Parce que je ne suis pas du métier non plus. Et ça, c'est vrai que pour le coup, je pense que c'est clé. Une personne qui sait gérer les marges et qui sait compter, même avec une calculette. Mais ouais. C'est vrai que sur les projets street food et soir, ce qu'on nous on observe, alors c'est vrai qu'il y a eu un gros boom Paris asiatique, là c'est un petit peu passé, parce que nous on a accompagné Bao Family, Panda, Super Bao aussi. Voilà, donc là on est plutôt sur les cuisines nord-africaines. Il y a une grosse tendance, on reçoit beaucoup de dossiers sur ces sujets-là. Non, juste pour la street food, c'est comment tu fais un truc qui dépote le midi et qui est plus expérientiel, ambiance le soir, dans le même lieu. Alors le midi, il faut que ça y aille, il faut que tu puisses en click and collect ou sur place ou même voir en livraison. Il faut se poser cette question-là, même si ça coûte très cher et puis c'est pas très éthiquement, c'est pas génial. Donc tu as un endroit qui dépote le midi et le soir, peu plus chill, les gens passent, plus de temps, alcool, des grandes tablées et comment être sans être trop schizophrène dans le même lieu, c'est tout l'enjeu qu'on a sur les offres les projets street food, c'est essayer de trouver le bon équilibre. Et ça dépend, j'imagine, peut-être du lieu aussi qu'on trouve. Ça dépend du lieu, du quartier. Est-ce que tu es en flux ou en destination? On en parlait tout à l'heure. Hein. Les restos de flux, il y a des gens qui passent devant ton resto parce que le quartier le fait que c'est comme ça. Destination, c'est aller dans un endroit où il y a peut-être un peu moins de monde et créer une marque assez forte, une expérience assez forte pour que les gens viennent en disant c'est le meilleur resto vietnamien de Nantes. Voilà. Et donc ça c'est la question, la taille, est-ce que voilà, tu peux livrer des gens en click and collect, est-ce que tu as envie qu'il y ait des livreurs qui rentrent dans ton resto, qui demandent leur sac, bien relou, pour les autres en tout cas, la place, et ça c'est une histoire d'aménagement, de lieu et d'aménagement derrière, d'où la présence d'un cuisiniste, de quelqu'un qui travaille, les mentors aussi travaillent là-dessus sur les notions de flux, quand ça rentre, ça sort, par où ils rentrent, par où ils sortent, c'est des petits détails mais qui sont hyper importants après dans l'expérience. Ça me fait penser, moi, au Libelli, du coup, quand ils ont ouvert leur deuxième adresse, ils ont voulu faire de la vente, justement, un peu livraison, mais tout en ayant quand même une super offre sur place. Et ils avaient fait en sorte d'avoir un truc de poulie qui partait de la cuisine jusqu'à la fin du bar. Et ce qui fait que la nourriture passait comme ça au-dessus du bar. Et il y avait une petite fenêtre, comme ça, il passait au livreur, le livreur restait dehors. Et en fait, du coup, personne ne voyait, du coup, tout le business plutôt livraison. C'était hyper intelligent. Déjà, un grand merci pour le partage de vos expériences. Je pense que c'est toujours inspirant d'entendre un peu ce qui s'est passé, ce que vous avez traversé. Au-delà de partager moi mon idée, qui est un café-cantine brocante, donc un lieu de vie où on mange bien, on boit bien, on chine bien. Je suis confrontée à la difficulté financière, où j'ai rencontré des courtiers, des agents immobiliers pour un peu comprendre combien tout ça allait me coûter. Si du coup, avec l'apport personnel que j'ai, ça marche ou pas. Il se trouve que ça marche pas trop. Et là, la grande question que j'ai en ce moment, qui m'a été soumise par d'autres entrepreneurs, d'autres restaurateurs, c'est de se dire, est-ce que tu commencerais pas avec un petit shop, plus petite idée,
pour atteindre la grande idée. Parce que je ne sais pas si vous êtes tous issus de la restauration. Là, actuellement, si vous travaillez en restauration, ce n'est pas des activités qui sont toujours très rémunératrices. Et l'épargne personnelle qu'on peut mettre tous les mois, ça peut vite devenir de longues années. Et donc, j'ai un peu cette question de se dire, est-ce qu'en effet, on ne partirait pas sur un plus petit business ? Est-ce qu'en faisant ça, je ne m'éloigne pas finalement de mon idée de base ? Mais est-ce que ce n'est pas un pari qui peut être pertinent pour générer de la trésorerie plus vite à réinjecter dans quelque chose de plus grand ? Je sais pas, j'espère que je suis claire. Je pense que c'est une vraie question en fait qui s'analyse en fonction de toi, tes priorités, de où tu en es dans ton parcours de vie, à quelle vitesse tu veux aller, parce que les deux sont possibles en fait, je te dirais, les deux peuvent être pertinents. Je pense qu'il y a des situations où en effet ça peut être bien, surtout quand on commence jeune, de commencer petit, de faire plein d'erreurs, et puis si on rate et que ça se casse la gueule, c'est pas grave parce qu'on n'a pas investi tant que ça, donc on peut rebondir et des fois un petit truc peut devenir un plus gros truc. Par exemple, pour mon expérience, je pouvais pas me permettre de passer 10 ans à monter une micro-boulangerie, parce que j'ai vu ça beaucoup à Londres, par exemple, des gens qui commençaient chez eux à acheter un petit four professionnel et faire du pain, le distribuer dans le quartier, le livrer à vélo. Et j'ai vu la galère que c'était et le sacerdoce, la vie familiale, et ça pouvait prendre vachement de temps en fait, même si ça marchait bien. Parce que ça marche vite bien quand c'est tout petit. Alors, ça peut vite te rémunérer, donc tu peux vite te sortir un salaire quand tu as un business à une personne, et ça c'est un modèle qui peut marcher, notamment sur des micro-artisanats à la campagne ou dans des zones un peu plus isolées où on va se déplacer vers nos clients en les livrant, etc. Mais par contre, le jour où tu es malade, tu manges pas, quoi. Donc t'as pas d'équipe, t'as personne sur qui te reposer aussi. Donc ça peut être aussi exténuant. Et moi, j'ai monté le projet, j'avais début de trentaine, donc j'avais pas forcément envie d'être en solo et de passer 10 ans à monter le projet que j'avais plus en vision. Donc après, c'est une question d'entourage, de choix et peut-être de repositionnement ou de redimensionnement du projet. Il y a peut-être des choses à enlever moi, par exemple, dans mon projet, il y avait une dimension aussi initialement d'éducation, de pédagogie, de cours, de panification au levain, etc. Donc j'ai dessiné l'espace de la maison avec cet espace en tête pour pouvoir le faire un jour. Mais je ne l'ai pas toujours fait parce que au final, c'était pas la priorité aujourd'hui. Et une fois que j'ai ouvert les portes, j'ai vu par exemple que la resto était plus une priorité. Et j'avais prévu un espace pour ça. Et j'ai pu. Donc c'est d'avoir des options. Là aujourd'hui, j'accompagne Valentin là, qui monte un projet aussi de bar nouvelle génération cave. Et il y a un côté événementiel dedans, potentiellement expérientiel. Et on est en train de prévoir l'espace dans son espace pour le faire, même s'il le ferait peut-être pas au jour J, mais si demain, je sais pas, la partie cave marche moins fort que ce qui était prévu dans le prévisionnel, il pourra peut-être switcher sur une partie plus B2B. Et moi, par exemple, la maison, je me rappelle toujours, on avait fait un prévisionnel avec un certain chiffre journalier. Et sur les premières semaines, on faisait même pas un tiers du chiffre prévu, quoi. Et je me rappelle avoir été en mode what, comment on va tenir, et le mur il arrive vite en fait quand t'as plus de cash, c'est vite fini, quoi. Donc heureusement on avait des prêts d'honneur, de la trésor, etc. Et du coup on a eu aussi des relais via le B2B notamment qui nous ont permis de tenir ces 6 premiers mois, cette première année, et après de développer plus d'autres parties. Donc il faudrait analyser plus précisément, je pense, pour moi, pour te donner un vrai conseil, mais je pense que les deux sont possibles et ça dépend aussi de toi, ce que tu as envie quelle est la temporalité de ton projet, quoi. Moi, je voulais aller assez vite au final. On sera effectivement ravis d'avoir un peu plus d'infos sur ton projet. Moi le recul qu'on a sur les projets de ce type-là, sur Service Combo, c'est que même quand c'est petit, ça prend un temps fou. Voilà, donc un peu de sous et beaucoup de temps, et que ce soit petit ou moyen, c'est quasiment le même temps qu'on y passe pour tout créer, trouver un lieu, même si les sommes sont moins importantes et que peut-être on en a moins sur les épaules. Deuxièmement, si tu veux faire un truc de brocante petit, je vois pas trop comment ça marche. Faut un peu de place quand même pour mettre, si tu veux vraiment dès la première. Là, en l'occurrence, c'est justement couper cette activité-là complètement. Ok, là tu sucrerais la partie brocante, donc tu te ferais la main sur plutôt un truc de restauration, coffee shop plus classique. Coffee shop en fait, voilà. Comme on peut en trouver à Paris. Après, il y a toute la question de est-ce que ça marchera ici et qu'est-ce qu'on développe d'autre. Mais c'est exactement ce que tu dis, c'est de se dire petit, alors peut-être plus facile parce qu'on va avoir
un Oui, local puis plus moins petit, d'argent, donc plus moins petit, fonds de moins commerce, d'investissement, mais et puis Mais le tro- temps derrière est pour voilà, développer. c'est du temps. bien sûr. Monter un resto qu'il y ait 10 couverts ou 30 couverts, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et le troisième truc, Sarah l'a dit aussi, c'est que quand c'est trop petit, tu te dégages pas vraiment ni le temps ni l'argent pour faire le deuxième. Les gens qui ont monté des petits trucs avec nous, ils sont encore tous les jours dans leur resto et ils ont un mal fou à penser à la suite parce que ils sont pas beaucoup, leur présence est indispensable. Ils ont pas la masse en termes d'argent et de revenus pour déléguer et continuer à se rémunérer quand même un petit peu parce que aucun projet ne doit prévoir de pas vous rémunérer la première année. C'est une aberration. Nous, on dit, mais mettez-vous un salaire dès la première année. Si ça se trouve, il y aura peut-être une marge d'ajustement, mais il faut toujours se payer. Si votre BP, il marche que si vous ne payez pas, c'est un mauvais BP. Hein. C'est tout. Hein. Donc, c'est vrai que pour ces deux raisons, c'est-à-dire que tu vas avoir... Tu peux dire je vais gagner du temps, mais à un moment il faut prévoir quand même plusieurs années et puis après le recul nécessaire pour créer le deuxième. Ce qui peut être à l'encontre de ce que tu veux, c'est-à-dire je fais un petit pour pouvoir thésauriser, acquérir de l'expérience et faire le deuxième peut-être dans de meilleures conditions, plutôt que est-ce que le mieux c'est pas faire un truc déjà tel que tu veux dès le début. Après, il y a la dimension financière qu'il faut voir. Et malheureusement, les banques, elles prêtent avec un certain niveau d'apport et c'est malheureusement une des règles du jeu. Ouais. Il y avait aussi une chose, on en avait beaucoup parlé l'année dernière, le pourquoi tu veux ouvrir ça. Et en fait, peut-être que si tu oublies et si tu abandonnes la brocante, bah finalement tu répondras plus à ton pourquoi. Et peut-être que c'est tout ce qui va faire que ton lieu sera différent d'un autre. Donc c'est vrai que parfois, peut-être qu'il vaut mieux pas faire de coupe-tranche comme ça dans un projet. Peut-être que c'est ça ton projet. Donc peut-être que Réseau Initiative peut t'aider à trouver un peu plus de sous. On parlait de Crédit Bail. Il y a des choses à imaginer peut-être. Sur le Crédit Bail, oui, juste pour préciser, on en a parlé tout à l'heure, mais pour que tout le monde soit clair, aujourd'hui, quand on emprunte pour lancer un restaurant, on peut faire deux types d'emprunts. L'emprunt pour acheter du matériel, qui peut être mis sous Crédit Bail, et l'emprunt pour acheter un fonds de commerce ou de la création. C'est pas les mêmes lignes et c'est pas le même taux d'endettement. C'est-à-dire que si on a besoin de 200 000 euros pour lancer un resto, il y a 50 000 euros de matériel, on emprunte 150. Et donc là, il faut 30%. Et on emprunte 50 en Crédit Bail. Et là, il n'y a pas de taux d'endettement particulier. Enfin, ça ne vient pas gréver. C'est pas comme si on empruntait 200 000, c'est comme si on empruntait 150 000. Parce que la ligne Crédit Bail n'a pas les mêmes règles du jeu avec les 30% d'apport. Ouais, voilà. je comprends. Donc ça baisse l'assiette du taux d'endettement pour être bien dans ces 30-35% qui sont exigés par la banque en termes d'apport. Ok. Et tu portes pas tout le risque sur tes épaules. Le matériel appartient à la société de leasing. C'est la banque qui l'achète et qui te le loue. Et qui te le revend au bout de 5 ans, tu vois. Donc s'il y avait un souci, c'est pas... Tout le poids de la dette n'est pas sur tes épaules. Emprunter que 150 000 euros avec les cautions qui vont avec, plutôt que d'emprunter 200 000 euros. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est exactement ce genre de réponse pratico-pratique. C'est le but de ces tables rondes. Ça marche, merci. Tout d'abord, bonsoir. Merci à vous de nous avoir partagé toutes vos expériences. Pour le coup, moi, je suis en création d'entreprise avec ma compagne pour faire une pâtisserie avec 2 autres activités, salon de thé, coffee shop et brunch le week-end. Et la difficulté qu'on a un petit peu aujourd'hui, parce que le projet a déjà 2 ans, mûri pendant 2 ans. Et ça va être en fonction du local, parce qu'on a notre idée de notre concept et tout ça. Sauf que sur certains emplacements, on essaye de se positionner, l'offre est différente de la demande qu'on veut, qu'on souhaite offrir, nous. Et du coup, c'est pour ça, nous, on a un peu plus de mal à se positionner, à réussir à trouver des locaux, parce que on a bien compris qu'on ne pouvait pas faire petit, qu'on veut viser gros, très gros. Sauf que des locaux de 200-300 mètres carrés, c'est pas facile à trouver. Et quand ils sont pas bien positionnés, c'est pas évident. Donc là, la problématique que tu as, c'est avec le budget que tu as de pas trouver ou de pas trouver tout court? Alors, de pas trouver tout court, non, parce qu'on a pour le coup, on a déjà visité des choses, on s'est déjà positionné sur certaines choses. C'est surtout de se rendre compte qu'au final, sur quoi on se positionnait, ça correspond pas à notre concept, au projet initial.
et de se dire qu'on est obligé de dévier un petit peu le concept. Je prends un exemple, c'était sur un local qui nous forçait à faire de la restauration du midi. Pour le coup, le concept est une pâtisserie. Et oui, il y aura probablement un peu de restauration du midi, mais ça ne sera pas l'essence même du projet, quoi. Est-ce que le bailleur exigeait que tu fasses manger le midi c'est pas le bailleur, c'est l'environnement autour. Ça aurait été dommage de ne pas le faire vu l'environnement. Quand on voit qu'il y a énormément d'entreprises autour, très peu de restaurants, on se dit, voilà, il y a une demande d'offres du midi. Et c'est embêtant de se positionner sur un local et de se dire on va pas répondre à cette demande-là, quoi. Moi, je pense que c'est important, en effet, comme tu disais, de voir la taille critique de ton projet dès le début et de bien dimensionner d'un point de vue équipement et espace pour travailler dans des bonnes conditions et pouvoir évoluer dans le temps, que ton activité puisse évoluer dans le temps avec toi sans avoir à changer de local ou à redimensionner ou à racheter énormément de matériel. Moi, c'était critique dans le projet qu'on avait besoin d'un certain espace, d'une certaine taille d'équipement. Et du coup, forcément, ça disqualifie certaines zones, certains quartiers, certaines rues, parce que tu vas pas trouver, peut-être en plein bouffé, 220 mètres carrés avec extraction et 90 kW de puissance de tarif jaune pour mettre des fours, etc. Donc, il faut prendre en compte ces contraintes et forcément, ça va réduire le périmètre de recherche. Et après, il y a certains quartiers où il faudra peut-être prendre des paris sur l'évolution du quartier, sur à l'instant T, il est comme ça, à quoi il va ressembler dans 3 ans, dans 5 ans. Et si tu dimensionnes un projet, nous on avait fait un BP sur 3 ans, mais on allait jusqu'à 7 ans, jusqu'à la fin des emprunts bancaires, pour voir où est-ce qu'on allait atterrir. Et on s'était donné un objectif à 5 ans sur quel chiffre on devrait atteindre à 5 ans, en taille un peu rythme de croisière, en taille critique. Ça peut aller un peu moins vite, ça peut aller aussi plus vite, parce qu'il y a des quartiers qui se développent très vite et qui sont à l'instant T peut-être très ciblés sur... souvent dans les nouveaux quartiers, il y a beaucoup de bureaux, mais il y a aussi beaucoup d'habitations. Donc il faut voir un petit peu ça. Et après, il y a la temporalité, il y a des grosses transformations à Nantes dans le réseau de transport et dans le réseau de connexion entre les quartiers. Ils sont en train de créer différents nœuds de ferroviaire, notamment avec le tram et de transport, parce qu'actuellement tout est centré sur la place du commerce avec le réseau tram, bus, et là il va y avoir je crois 3 ou 4 nœuds différents dans différents quartiers. Ça c'est des horizons 2026, donc c'est dans 1, 2, 3 ans. Donc il y a des nouveaux bâtiments. Nous, on est sur pas mal de projets là. On nous propose, parce que maintenant, vu que une fois que les développeurs immobiliers ont identifié certaines marques, certaines entreprises, ils viennent te voir en proactif en mode j'ai un pied d'immeuble avec 200, 300 mètres carrés. Est-ce que ça vous intéresse? Donc nous, on est sur des projets comme ça où on nous propose ces projets. Alors c'est pas forcément notre envie, mais ça fait partie aussi du réseau et de se connecter avec d'autres personnes pour pouvoir être sur ces plans-là, parce que forcément, c'est pas des projets qui ont pignon sur rue, parce qu'ils n'ont pas forcément même d'affiches dans la rue ou d'annonces immobilières. Souvent, quand on commence à faire de la recherche sur des locaux, on regarde sur les sites des agences, on regarde sur ce qu'on voit en ligne, et souvent, c'est que la partie émergée de l'iceberg, mais il y a tout ce qui se passe en dessous, où il y a besoin de chasseurs, de courtiers, de spécialistes ou de réseaux, où on va dire, tiens, là, sur telle zone, il va se faire tel projet à l'horizon 3-4 ans. Et nous, par exemple, tu vois, sur l'île de Nantes, là, on s'est installé rue Lanoux Bras de Fer, il n'y avait pas de commerce, il n'y avait pas de commerce de bouche, il y avait beaucoup de bureaux. Du coup, il y avait une grosse attente restauration de midi. Et moi, ce que je voulais voir, c'était vendre du pain au levain en commerce de quartier et être vraiment centré là-dessus. Et c'est pas ce que les gens achètent quand ils viennent le midi, ou les étudiants, ils veulent plutôt des sandwichs, etc. Mais on a une offre de restauration maintenant qui s'est développée sur un autre niveau, mais elle représente 15% du business actuellement. Donc c'est pas non plus énorme. Ça veut dire qu'on a quand même la majorité, mais j'ai plus de 40% du chiffre qui vient de mon activité principale, qui est la partie boulangerie. Et si je rajoute la pâtisserie, on est à plus de 60-70%. Okay. Donc c'est possible. En fait, il ne faut pas se dire... Moi, je savais que je n'aurais pas de local de 200 mètres carrés en plein centre, donc j'ai cherché ailleurs. Et après, il y a des combinaisons. Si, par exemple, il y a un quartier qui peut avoir une combinaison bureau, tourisme et habitants, ça te fait danser sur 3 pieds. C'est-à-dire que si les bureaux, c'est un peu plus calme ou c'est moins, ça pousse moins, il y a aussi peut-être des zones touristiques qui peuvent attirer des gens qui viennent en destination en balade et qui vont consommer tes types de produits. Donc je pense qu'il faut... Donc du coup, plutôt remanier un peu le concept de base
en fonction de l'emplacement. Créer quelque chose de modulaire, c'est-à-dire que tu puisses avoir des espaces. Je pense qu'il ne faut pas te limiter dans la taille, parce que comme on disait, tu vois, avec Sarah, si c'est trop petit et que tu as une ambition d'avoir un projet où tu as une équipe et tu as besoin de matériel. Un labo externe, un truc comme ça, parce que voilà, tu n'as pas le lieu pour produire. Ça va bloquer et tu ne pourras pas atteindre la taille critique où justement tu auras cette liberté. Et peut-être avoir des espaces modulaires où tu dis, je prévois un petit espace cuisine. Là, je suis en train d'en parler avec le projet de Cave Hybride où il ne voulait pas avoir de cuisine, pas de zone cuisine, il voulait juste faire cave et bar. Et je dis, si tu fais un peu de restauration, il faut prévoir un petit espace cuisine. Parce que sinon, c'est. Et du coup, si ça devient porteur dans ton activité, tu sais qu'au moins tu auras un espace dédié. Nous, notre cuisine, elle est toute petite. Mais on a aussi un labo qui fait 150 mètres carrés avec des tours, avec des espaces réfrigérés, des fours. Donc, on peut faire de la cuisine aussi dans un laboratoire. Après, ce que je veux dire par là, c'était principalement si on devait modifier, parce que là, je prends un exemple personnel, mais si aujourd'hui on devait modifier le concept, quitte à faire un truc cuisine, autant le faire à fond. Donc recruter un cuisinier, embaucher du personnel. Et c'est des choses justement qui n'étaient pas prévues dans le business plan au tout début. Et donc c'est pour ça, l'idée, nous on avait une cible, on avait le concept et tout ça, et on avait visé des zones, on va dire. Et aujourd'hui, malheureusement, ces zones, elles sont bouchées, on peut pas y accéder, ou alors beaucoup trop cher. Et c'est là où on est bloqué parce qu'on cherche plus à s'excentrer, et en s'excentrant, il y a des offres, des demandes qui sont différentes de nos offres, et c'est là que ça coince un petit peu, quoi. Ce qui est important, je pense, c'est d'avoir une multitude de sources différentes, et du coup de te faire une idée la plus juste possible du marché, et en fonction de ça, tu peux revenir sur la planche à dessin de ton concept et dire ok, j'intègre cette partie restauration parce que j'aurais pas moyen de me créer un labo dans les quartiers que je vise sans offre restauration. Ou alors de se dire je fais quelque chose de plus modulaire et j'intègre cette partie. Si c'est porteur et que j'en ai besoin au début pour démarrer, pour maintenir mon staff, pour pouvoir avoir le chiffre target, je peux le faire et je ne serai pas limité par ça. Ou au contraire, si j'en ai pas besoin, je peux très bien. Et je pense qu'il faut pas avoir une idée définitive de son concept parce que des fois on a une idée très claire, mais il y a aussi la demande et le contexte. Nous, en 4 ans, on a vécu des confinements, des crises multiples d'inflation, de télétravail. Au bout d'un moment, nous, dans le quartier, il n'y avait plus personne dans les bureaux. Donc tu vois, si tu as construit tout ton concept sur dire je vais faire plein de restauration de midi et puis en fait c'est un peu ça passe ou ça casse s'il n'y a pas ça, comment tu réagis? Donc d'avoir plusieurs sources, d'être diversifié aujourd'hui, je pense que c'est aussi important sur des concepts comme le tien pour pas être dépendant d'une seule chose et de prévoir si demain tu as besoin de faire du B2B ou si tu as besoin de faire de l'événementiel ou si tu as besoin de faire de la privatisation, comment ça se passe, tu vois. Donc de prévoir l'espace aussi comme étant modulaire. Nous, on pourrait faire plein de privatisations, on a plein de demandes, mais on ne le fait pas parce qu'on n'en a pas besoin. Mais si ça marchait moins sur le B2C ou sur la vente en boutique, peut-être qu'on se dirait, on fait des soirées où les entreprises ou les particuliers peuvent réserver l'espace. On a rencontré des chefs là, via Service Compris, Coé Charles, qui a monté des concepts de restauration complètement hybrides où on peut privatiser l'espace et puis l'utiliser pendant une journée, une heure, une semaine. Du coup, je pense qu'il y a plein de solutions, mais du coup, elle a pu se payer un grand espace aussi parce qu'elle a cette option-là. Donc, comme sous format traiteur, mais c'est un dîner où on ne peut pas rentrer si on n'a pas réservé avant, à partir de 10 personnes, je crois, ou 12 personnes. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'hybridation dans les offres aujourd'hui qui sont possibles. Donc, il ne faut pas se limiter en se disant je vais faire que ça et puis ça passe ou ça casse. Si ça passe pas sur l'espace que tu veux, il faut peut-être hybrider un peu plus, quoi. D'accord, très bien. C'est surtout une frustration d'avoir tout le projet prêt à partir et de se dire il nous manque la pierre et on peut pas, sans la pierre on peut pas y aller, quoi. Ouais. C'est là où dit Pierre-Antoine, faut ajuster quelques variables parce que sinon tu vas t'user et tu vas être dégoûté de ton projet parce que t'as pas la perle rare qui n'arrive jamais. Quelle marge tu peux donner à ton concept initial sans que ce soit complètement orthogonal avec ce que tu voulais faire ou ce que tu as envie de faire, et en même temps avec cette marge de manœuvre qui te permet de rentrer dans un lieu qui est pas exactement ce que tu voulais mais qui est quand même proche de ton concept idéal. Ok, très bien. En fait, c'est juste pour savoir s'il y a du conseil pour les gens qui ont déjà quelque chose et qui veulent un deuxième. Est-ce qu'il y a des choses
Moi, je pense au personnel, je pense à la possibilité de me libérer de là où je travaille actuellement, le business que j'ai. Comment toi tu fais, Sarah? J'ai du mal à imaginer cette étape-là. Déjà, effectivement, ça a été compliqué. Je crois que le point de départ, ça a été déjà que quand j'ai eu un enfant, j'ai compris qu'en fait, j'étais pas indispensable à mon business et que en fait, il fallait que je trouve quelqu'un en qui j'avais complètement confiance et que je désincarnais en fait le lieu. C'est-à-dire que j'avais besoin de sortir de cette cuisine, j'avais besoin de faire en sorte de mettre la lumière sur une autre chef qui puisse y mettre un peu toutes ses tripes et sa personnalité. Et donc finalement, Vacar m'a changé sans complètement changer. La cuisine n'est plus la même, elle ressemble pas à ce que moi j'aurais pu faire et très bien. Et j'ai d'ailleurs décidé de ne faire aucun commentaire là-dessus parce que pour moi maintenant je considère que c'est sa cuisine et que moi je suis juste là en soutien management, gestion. Voilà, mais je pense que ça a été assez difficile, mais à partir du moment où je savais que c'était pour ouvrir un deuxième lieu, c'était déjà moins compliqué, quoi. Nous, Nanou, elle est arrivée 9 mois avant que je parte. Donc en fait, on est restés presque un an toutes les deux en cuisine où elle a travaillé avec moi, elle a vu comment ça fonctionnait, comment je fonctionnais, comment on gérait le menu, le prix des assiettes, etc. Et à un moment donné, d'un commun accord, on s'est dit, bon bah c'est bon, c'est le moment, t'es prête, moi aussi je suis prête. On se laisse chacun de notre côté. Et elle est arrivée, elle avait pas tant d'expérience, elle avait jamais eu d'expérience de chef, donc c'était un pari. Mais par exemple, je pense évidemment à proposer à des parts, par exemple. Ah oui, trop bien. Non, mais l'une des choses qui m'est passée dans la tête, pour fidéliser quelqu'un qui allait tenir l'original, pour quitter le temps, pour créer un deuxième truc. Ouais. Mais ça, t'as pas dû faire ça. Je l'ai pas fait, mais c'est vrai que Charles, mon comptable, il me l'a dit direct. Il m'a dit, lui, c'est ce qu'il a fait par exemple avec son entreprise. Ils sont 25 associés et il m'a dit, mais en restauration, c'est ce qu'il faut faire, c'est le futur. Il faut effectivement faire en sorte que les gens deviennent tes associés et en fait, t'es sûr que derrière. Vous travaillez ensemble vers la même chose. Donc effectivement, je pense que c'est peut-être une solution. Oui, c'est vrai que on le voit hein, de temps en temps. Alors le conseil que parfois on peut donner, c'est de OK pour laisser des parts, mais il faut quand même que le nouvel associé arrive avec un tout petit peu de sous. Voilà, parce que les parts soient pas gratuites. Sous prétexte qu'on a besoin de cette personne-là. Il y a plein de gens dans vos futurs projets qui vous diront ouais, je vais prendre 5% de ta boîte, mais en échange, je vais te filer mon réseau, je vais te filer ci, je vais te filer ça. Il faut essayer quand même qu'il y ait un peu d'argent dans le deal. Parce que c'est vrai que sinon, on a des choses un peu déséquilibrées entre quelqu'un qui s'est exposé financièrement, qui a porté le projet, et puis quelqu'un qui a 5%, et puis en fait, il a filé 0 €. Donc, que ce soit au premier ou au deuxième, notre recommandation, c'est plutôt pourquoi pas associer quelqu'un, mais si possible que cette personne-là mette aussi un peu de sous pour aussi signifier qu'elle s'investit financièrement. Et ça peut se faire en plusieurs temps où il y a une période où on bosse ensemble, où on laisse la personne en responsabilité pour voir comment ça se passe aussi. Parce que faut signer pas un contrat de mariage sans connaître la personne. Hein. Voilà, c'est pareil. Là, c'est pareil. Il faut tester et si ça marche bien, faut pas premier jour, faut pas vous les associer premier jour parce que là, il faut bosser avec cette personne-là. Attendre un peu, et si ça se passe bien, s'il y a une convergence, les deux ont envie, etc., là, il peut y avoir une discussion autour de l'association. Parce que c'est vrai que l'association, autant c'est très bien quand ça se passe bien, autant ça peut être un enfer quand ça se passe mal. Voilà. Merci à tous pour votre présence ce soir. J'espère que vous avez trouvé les informations que vous recherchiez, que vous avez passé un bon moment avec nous tous. Hey, merci à toi, cher auditeur, d'avoir écouté cet épisode. Alors, si tu es intéressé pour candidater au programme d'accélération de Service Compris, tu peux déposer dès aujourd'hui ton dossier sur le site servicecompris.co. Et n'attends pas parce qu'en fait, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 14 mars. Si jamais autour de toi, tu as un ou des potes qui rêvent de lancer un resto, un coffee shop, une boulangerie ou tout autre business dans la food, que tu sens qu'il ou elle a besoin d'être accompagné, eh bien, tu lui partages cet épisode et ça va vraiment l'aider. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle semaine et à vous donner rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode avec une super entrepreneure nantaise.